À 5 heures du matin, Ouagadougou ne dormait plus. En quelques minutes, 17 entreprises étrangères furent bien fermées sur ordre direct du capitaine Ibrahim Traoré. Ce geste, perçu d'abord comme un acte de défiance, révéla en réalité une vérité bien plus vaste. L'Afrique ne voulait plus être la base de données du monde, mais le gardien de sa propre mémoire numérique. Et tandis que le soleil se levait sur le Burkina Faso, une question s'imposait à tous. Jusqu'où ira ce jeune dirigeant pour défendre la souveraineté digitale du continent? Ce que Ibrahim Traoré a entrepris ce matin-là dépasse la simple fermeture d'entreprise. Il a posé la première pierre d'un mouvement continental, reprendre le contrôle de la donnée. Ce nouvel or invisible qui alimente les économies modernes. Car derrière chaque partenariat technologique présenté comme une aide au développement, se cache souvent un flux de données quittant l'Afrique pour des serveurs étrangers, un exode numérique silencieux. En brisant cette dépendance, le Burkina Faso ne cherche pas la confrontation, mais la cohérence. Comment parler d'indépendance si ses secrets, ses marchés et même ses voix résident ailleurs? Le risque est immense, mais l'enjeu l'est encore plus. Redéfinir ce que signifie être souverain au XXIe siècle. Pour la première fois, un dirigeant africain ose dire que le progrès n'a de sens que s'il appartient à ceux qui le construisent. Le lendemain de l'opération, les chiffres ont parlé plus fort que les discours. 17 entreprises fermées, 5 nations impliquées, des milliers de serveurs saisis, c'est ainsi que Ibrahim Traoré révéla l'existence d'un réseau de surveillance économique déguisé en coopération technologique. Ce que l'on croyait être de simples projets de développement numérique n'était en réalité qu'une toile de collecte massive, données biométriques, transactions bancaires, géolocalisation, communication privée. Pour la première fois, les preuves étaient tangibles. Les enquêteurs burkinabés découvrirent des centres de données installés dans des laboratoires financés par des multinationales étrangères où chaque octet récolté servait à alimenter des algorithmes situés bien loin du continent. Sous le vernis des partenariats, l'Afrique payait pour son propre dépouillement, des milliards de dollars en valeur analytique qu'aucun pays africain ne voyait revenir. Le monde parlait encore de mines, de pétrole, d'uranium. Traoré, lui, parlait de métadonnées. Cette révélation fit l'effet d'un choc sismique. À Dakar, à Accra, à Bamako, les gouvernements ordonnèrent des audits internes. Des universités ouvrirent des séminaires sur la colonisation numérique, tandis que les citoyens se demandaient comment leurs empreintes digitales avaient pu devenir une monnaie d'échange mondiale. Car au fond, la question n'était plus technique, mais morale. Comment un continent peut-il prétendre à la liberté si son identité numérique appartient à d'autres? Ce Mumbai. Ce matin-là, à Ouagadougou, un tournant silencieux se produisit. De Ouagadougou fut le point de bascule. En un seul matin, un mythe s'effondra, celui de la coopération désintéressée. Et à sa place naquit une idée redoutablement simple. Dans le monde de demain, la souveraineté ne se mesure plus en kilomètres carrés, mais en téraoctets. Le capitaine Ibrahim Traoré venait d'en tracer la première frontière. Dans les heures qui suivirent, Ibrahim Traoré resta enfermé dans son bureau du palais présidentiel, les rideaux tirés, le téléphone en veille. Autour de lui, une petite cellule d'ingénieurs et d'analystes passait en revue des milliers de documents classifiés, schémas de câblage, contrats d'assistance, transferts bancaires cryptés. Chaque ligne confirmait la même vérité. La dépendance numérique du continent n'était pas une fatalité, mais un système soigneusement entretenu. Le capitaine n'agissait pas par impulsion, mais par conviction. Formé à la fois à la stratégie militaire et aux nouvelles technologies, il comprenait que la guerre moderne ne se gagnait plus sur le champ de bataille, mais dans les réseaux. Ceux qui contrôlent la donnée contrôlent la décision, disait-il souvent à ses conseillers. Ce mantra devint sa boussole. Dès le troisième jour, il ordonna la création d'un centre de cybersécurité nationale, confié à une équipe de jeunes experts burkinabés revenus de Montréal, de Dakar et de Nairobi. L'objectif, bâtir une architecture souveraine, indépendante des fournisseurs occidentaux. En parallèle, il lança une campagne publique de sensibilisation intitulée « Notre donnée, notre avenir »,
diffusées sur toutes les chaînes nationales. Dans les écoles, les enseignants expliquaient désormais que la souveraineté ne se limitait plus aux frontières, mais s'étendait aux serveurs et aux codes. Ce fut un moment d'éveil collectif. Le peuple, longtemps spectateur des politiques numériques, devint acteur d'un changement historique. Et dans ce nouvel élan, Ibrahim Traoré cessa d'être seulement un chef d'État. Il devint un symbole, un guide dans un combat où la dignité se mesurait en octets. L'Afrique venait d'ouvrir un nouveau front, celui de l'esprit. Tout commença par une signature. Le décret présidentiel portait un titre sec et froid: suspension immédiate de toutes activités numériques liées à des entités étrangères non conformes. Mais derrière cette formule administrative se cachait un acte révolutionnaire. En moins de 24 heures, les serveurs furent scellés, les accès coupés, les connexions internationales suspendues. Les capitales voisines observaient. Ça payait en incrédule, tandis que Ibrahim Traoré maintenait un silence calculé. Tout commença par un déclenchement soigneusement orchestré. Les premières heures furent tendues. Furent tendues. Les ambassades de France et d'Israël exigèrent des explications parlant d'atteinte à la liberté des entreprises. Traoré, calme, répondit: « Nous ne fermons pas les portes du commerce. Nous fermons les failles de notre souveraineté. » Cette phrase, relayée sur les réseaux sociaux, fit l'effet d'une étincelle. En quelques heures, des milliers de messages de soutien affluèrent de Bamako, Niamey, Conakry. Les hashtags Data is Power et À Afrique réveille-toi se propagèrent comme un feu numérique. Vint ensuite le moment de tension maximale. À mesure que l'opération Clearsight avançait, les révélations se succédaient: contrats falsifiés, transferts baies opaques, clauses d'accès illimité à des bases de données nationales. Les documents récupérés prouvaient que certains serveurs africains étaient étaient directement reliés à des centres d'analyse situés à Tel Aviv et à Paris. Le choc fut immense. Dans les rues d'Abidjan et de Dakar, des manifestations éclatèrent. Nos données, nos droits. Pour la première fois, la population associait la souveraineté à la technologie. Puis vinrent les répliques économiques et politiques. Les marchés réagirent violemment. Le franc CFA recula brièvement. Les investisseurs hésitèrent. Mais à contre-courant des prévisions, le Burkina Faso ne s'effondra pas. Au contraire, une coalition d'entreprises africaines locales proposa de reprendre les infrastructures débranchées piliers, créant un élan inédit d'innovation régionale. Des ingénieurs du Kenya et du Nigeria offrirent leur aide. Le Ghana annonça l'ouverture d'un audit complet de ses propres contrats numériques. Ce qui avait commencé comme un geste isolé devenait contagieux. En 3 semaines, un vent de changement parcourut tout le Sahel. Des réunions ministérielles improvisées évoquaient déjà la création d'un cadre panafricain de souveraineté numérique. Et pendant que les chancelleries occidentales dénonçaient une dérive anti-marché, les sondages internes en Afrique montraient un soutien populaire supérieur à 80%. Un signe, plus qu'un chiffre, le peuple comprenait enfin l'enjeu. Ce fut la naissance d'une nouvelle ère, celle où un pays, petit par sa taille mais immense par sa volonté, osa dire non à l'invisibilité. Ibrahim Traoré, d'un ton mesuré mais ferme, résuma tout en une phrase: « Ils ont pris notre or, ils ont pris notre pétrole, mais nos données ne quitteront plus cette terre. » Ce fut la ligne de feu, celle où l'Afrique passa du murmure à la déclaration. Derrière la rhétorique flamboyante, Ibrahim Traoré s'appuyait sur des chiffres précis. Le rapport préliminaire de l'opération Clearsight dressait un constat brutal. Plus de 2,3 milliards USD de valeur analytique quittaient chaque année le continent sous forme de données non déclarées. Chaque serveur saisi renfermait des milliers de profils d'utilisateurs, des millions de transactions bancaires et des années entières de communication publique acheminées vers l'étranger à travers des réseaux chiffrés. Les enquêteurs estimèrent que 17 sociétés liées à 5 nations centralisaient à elles seuls 82% du trafic de données africaines sortantes. À titre de comparaison,
Cela équivalait à un flux d'informations supérieur à celui lui produit par tout le secteur public combiné du Burkina Faso et du Mali. Chaque gigaoctet de ces flux représentait non seulement une valeur économique, évaluée à 350 USD en données exploitables, mais aussi une perte de souveraineté. C'est comme si l'on exportait nos cerveaux sans salaire, expliqua un analyste à la télévision nationale. Les chiffres sur la dépendance technologique racontaient la même histoire. Plus de 68% des infrastructures numériques sur la ligne burkinabé étaient hébergées sur des serveurs situés hors d'Afrique. 54% des contrats les signés avec des fournisseurs étrangers ne contenaient aucune clause de transparence sur la propriété des algorithmes. Cette asymétrie n'était pas seulement économique, elle était structurelle. Elle signifiait qu'en cas de crise, un pays pouvait se retrouver hors ligne par une simple coupure venue de l'extérieur. Mais le plus révélateur fut le calcul final. Les données extraites du continent généraient une rentabilité estimée à 40 fois celle de la valeur d'aide publique au développement reçue chaque année. Autrement dit, pour chaque dollar offert en coopération, 40 étaient discrètement rapatriés sous forme de profit issus des données africaines. Une équation que Traoré résuma en une phrase « Ils nous prêtent 10, ils reprennent 400 ». Cette disproportion donna naissance à un nouveau paradigme. Les économistes africains commencèrent à parler de colonisation 3.0, celle du code et du cloud. Et pour la première fois, les statistiques cessèrent d'être abstraites. Elles devinrent des armes de conscience. Les courbes de fuite de données, projetées sur les écrans de la télévision burkinabé, prenaient l'allure d'un champ de bataille numérique. Ces nombres n'étaient pas là pour humilier, mais pour éveiller. Ils prouvaient que la richesse du continent ne se trouvait plus seulement sous la terre, mais dans les téraoctets qui circulaient chaque jour sans passeport. Et si l'Afrique apprenait à protéger ses flux, elle ne dépendrait plus des prêts ni des promesses. Ce matin-là, dans la salle de presse, Ibrahim Traoré conclut froidement « Le monde possède nos ressources physiques depuis des siècles. Il ne possédera pas nos ressources numériques. Les critiques ont mis qu'un an ne se firent pas attendre. » À Washington, Bruxelles et Tel Aviv, les diplomates dénoncèrent une fermeture autoritaire du cyberespace africain. Ils affirmèrent que le décret de Ibrahim Traoré mettait en péril les investissements étrangers, isolait le continent et freinait l'innovation. Selon eux, sans les grandes plateformes occidentales, l'Afrique risquait de reculer d'une décennie numérique. Leur logique paraissait implacable. L'ouverture crée la croissance, la fermeture engendre la stagnation. Mais la réplique africaine fut tout aussi structurée. Les partisans de la souveraineté numérique soulignèrent que cette soi-disant ouverture ressemblait davantage à une dépendance organisée. Ils rappelèrent que depuis 20 ans, aucune grande société africaine ne figurait parmi les 10 premiers acteurs mondiaux du numérique, malgré les milliards dépensés en coopération technologique. Si l'ouverture avait réellement stimulé l'innovation, pourquoi l'Afrique restait-elle simple consommatrice? Deux visions du monde s'affrontaient. La première, portée par les capitales occidentales, défendait l'idée d'un Internet global régi par les règles du marché. La seconde, incarnée par Ouagadougou, affirmait qu'un marché sans souveraineté équivaut à une tutelle déguisée. Les arguments de Traoré s'appuyaient sur des faits. Les pays disposant de lois strictes sur la localisation des données, comme la Chine, l'Inde ou même l'Union européenne avec le RGPD, ont vu leur écosystème numérique croître plus vite, car ils protègent la valeur créée à l'intérieur de leurs frontières. Pourquoi l'Afrique n'aurait-elle pas le même droit? Dans une interview, un économiste ghanéen résuma le débat d'une formule limpide. Ce n'est pas une fermeture du monde, c'est une ouverture à soi-même. Et peu à peu, la controverse internationale se transforma en conversation continentale. Des intellectuels, des ingénieurs, des étudiants commencèrent à débattre, non pas de la pertinence du geste, mais de sa portée historique. Ibrahim Traoré avait forcé le monde à poser une question simple. Peut-on parler de liberté économique quand nos données travaillent en pour d'autres? Le futur ne s'imprime plus sur du papier, mais sur des serveurs.
C'est par cette phrase que Ibrahim Traoré ouvrit son discours devant le Parlement panafricain réuni à Addis Abeba. La salle, d'abord silencieuse, comprit alors que le combat du Burkina Faso n'était plus seulement national, il devenait continental. Le Midpoint Reveal venait de se produire, l'annonce officielle de la création du cadre africain de souveraineté numérique, un traité liant 6 États, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée, Ghana et Sénégal. Son article premier tenait en 8 mots « Les données de l'Afrique doivent rester en Afrique ». Ce moment marqua un changement d'échelle, presque une révolution silencieuse. Désormais, la souveraineté numérique n'était plus une idée militante, elle devenait une politique commune, une architecture juridique, une identité partagée. Les médias du Nord parlèrent de cybernationalisme, mais à Ouagadougou, à Bamako et à Accra, on y voyait autre chose, la renaissance d'un continent qui écrit enfin ses propres règles. Ibrahim Traoré sourit discrètement. Le point de non-retour venait d'être franchi. Les répercussions du décret de Ibrahim Traoré dépassèrent de loin les frontières du Burkina Faso. En quelques semaines, 4 zones majeures du continent furent activement touchées, chacune à sa manière, par ce qu'on appela la vague de Ouagadougou. Sur le plan national, l'effet d'entraînement intérieur. Les écoles publiques adoptèrent des modules de souveraineté numérique dès la rentrée suivante. Les start-up locales, jusque-là dépendantes d'infrastructures étrangères, reçurent un soutien inédit, réduction d'impôts, hébergement gratuit sur des serveurs burkinabés et un fonds d'investissement de 120 millions USD pour l'innovation locale. En un an, le nombre d'entreprises tech nationales doubla, passant de 320 à plus de 600. L'économie numérique burkinabé, autrefois dominée à 80% par des acteurs étrangers, devint majoritairement domestique. Sur le plan diplomatique, le réveil des chancelleries. Les réactions occidentales furent mitigées. La France parla de risques protectionnistes, tandis que les États-Unis se montrèrent plus pragmatiques, proposant des partenariats plus transparents et équitables. Mais le fait le plus marquant fut ailleurs. La Russie, la Chine et l'Inde signèrent, l'espace de 2 mois, des protocoles de coopération technique sous un principe inédit. Les données restent là où elles naissent. Ce nouvel équilibre reconfigura la carte géopolitique du cyberespace africain. Dans les pays voisins, l'effet domino régional. Au Mali, au Niger et en Guinée, des audits complets furent lancés sur les contrats de cloud et de fibre optique. Le Ghana suspendit un projet de 220 millions USD avec une société israélienne, invoquant le manque de transparence algorithmique. Cette synchronisation sans précédent fit dire à un analyste « L'Afrique agit enfin comme un réseau, pas comme un archipel. À l'échelle du continent, l'éveil des institutions. » L'Union africaine, d'abord prudente, adopta une résolution reconnaissant la donnée comme un bien stratégique de première importance. Des universités à Nairobi et Lagos ouvrirent des départements de cybersouveraineté. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 18 mois, les investissements intra-africains dans les technologies atteignirent plus d'un 43%, un record historique. Le slogan « Notre code, notre avenir » s'afficha sur les murs des campus et des marchés. Ce fut une mutation simultanée, économique, culturelle et psychologique. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement fermé des serveurs, il avait ouvert une ère. Et dans les capitales du Nord, un malaise s'installait. L'Afrique n'était plus la périphérie des réseaux mondiaux, elle en devenait un centre conscient. À ce stade, 2 réalités coexistaient, l'Afrique éveillée et le monde qui s'ajustait. Pour anticiper la suite, les analystes proches d'Ibrahim Traoré dessinèrent 3 trajectoires impossibles, 3 futurs encore fragiles, mais déjà perceptibles. Dans un premier scénario, base, la consolidation prudente. Le Burkina Faso et ses alliés maintiennent le cap, tout en cherchant un équilibre diplomatique. Les audits s'élargissent, les normes communes s'affinent, et les États africains signent entre eux des Data Exchange Accords pour réguler le partage intracontinental. La croissance se stabilise autour de 3,8%, soutenue par un marché numérique interne solide.
Ce scénario verrait naître une OPEP de la donnée africaine, sobre, structurée, durable. Dans la version optimiste, l'expansion et la renaissance. Les réformes inspirent d'autres régions. L'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est adoptent des chartes similaires. Les investisseurs asiatiques injectent plus de 5 milliards USD dans des centres de cloud africains, faisant du continent un pôle d'innovation éthique. Les entreprises locales deviennent exportatrices de technologies. Sous ce modèle, le PIB numérique africain pourrait croître de plus à 60% d'ici 5 ans. Ibrahim Traoré, auréolé de légitimité, serait vu comme le catalyseur d'une décolonisation numérique mondiale. Et enfin, dans l'hypothèse la plus sombre, pessimiste, la contre-offensive silencieuse. Les puissances occidentales, craignant une perte d'accès stratégique, lancent une riposte économique, restrictions, désinformation ou conditionnalité d'aide. Certaines élites africaines, sous pression, pourraient fléchir. Le risque majeur serait alors la fragmentation, un continent divisé entre zones souveraines et zones sous influence. Mais même dans ce cas, la graine semée à Ouagadougou ne disparaîtrait pas. Elle deviendrait souterraine, prête à germer à nouveau. Une réflexion de fond s'imposait alors. Quelle que soit la trajectoire, l'Afrique doit transformer cette bataille défensive en politique durable. Le mot d'ordre proposé par Traoré reste valable. La souveraineté, ce n'est pas un cri de guerre, c'est une architecture. Un plan d'action concret, mesurable et partagé. Protéger, produire, propager. 3 verbes pour traduire une révolution invisible. Dans les rues de Ouagadougou, la politique devint émotion. Les citoyens ordinaires, longtemps exclus des débats technologiques, commencèrent à parler de données, comme on parle de dignité. Dans les marchés, sur les places publiques, dans les lycées, une phrase revenait sans cesse. Si nos données nous échappent, alors tout nous échappe. Ibrahim Traoré, conscient de cette effervescence, décida d'en faire une force. Il fit diffuser des mini-documentaires à la télévision nationale, montrant comment les métadonnées, les photos, les messages et les applications quotidiennes pouvaient devenir un levier de pouvoir. Le ton n'était pas technique, mais humain. On y voyait des enseignants, des artisans, des jeunes développeurs, expliquant comment la reprise du contrôle numérique redonnait sens au mot indépendance. Dans les universités, des clubs de souveraineté numérique se formèrent spontanément. Des hackathons publics apparurent où l'on codait non pas pour vendre, mais pour protéger. Une étudiante de Bobo Dioulasso déclara devant les caméras « On nous a appris à rêver d'emploi à l'étranger. Aujourd'hui, on rêve de serveurs à domicile. » Cette transformation, lente mais profonde, changea la nature du patriotisme. L'amour du pays ne se traduisait plus par un drapeau brandi, mais par une ligne de code écrite pour défendre un réseau local. Une nouvelle génération grandissait avec une certitude. Le futur africain ne serait plus importé, il serait compilé sur place. Et dans cette vibration collective, Ibrahim Traoré n'était plus seulement un symbole politique. Il devenait la voix d'une conscience commune, celle d'un continent qui avait enfin trouvé son langage, celui du code, de la clarté et du courage. Pour transformer l'élan en structure, Ibrahim Traoré traça une feuille de route en 5 étapes claires, ni théoriques, ni symboliques, mais applicables. Elle fut présentée à Bamako lors du premier forum panafricain sur la souveraineté numérique, devant des ministres, des ingénieurs et des étudiants venus de 17 pays. Identifiés. Chaque État devait recenser l'ensemble de ses flux de données, internes et externes. Une cartographie de la circulation numérique africaine, inédite, serait publiée chaque année. Sécurisée. Création d'un réseau de centres régionaux de cybersécurité reliés entre eux, capables de détecter toute fuite ou interférence étrangère en temps réel. Les experts dans le burkinabé appelèrent ce système bouclier Sahel, formé, lancer un programme de bourse pour 10 000 ingénieurs africains spécialisés en cryptographie, cloud souverain et IA éthique, car, disait Traoré, la souveraineté se code avant de se vote. Produire, encourager la fabrication locale de serveurs, de câbles, et de logiciels open source africains. Les premiers prototypes Made in Ouaga
sortir d'un des ateliers en moins de 8 mois. Évaluer. Tous les 6 mois, un audit indépendant mesurerait les progrès. Taux de stockage local, volume de données rapatriées, nombre de partenariats transparents. Ce plan ne visait pas la perfection, mais la continuité. Nous devons avancer comme le courant d'un fleuve, disait Ibrahim Traoré en clôturant son discours, pas pour franchir la mer d'un seul coup, mais pour qu'elle finisse par venir à nous. Ainsi se dessinait la méthode, rigoureuse, partagée et africaine avant tout. Le soir du premier anniversaire d'Opération Clearsight, Ouagadougou s'illumina d'une lumière douce et fière. Sur la grande place de la Révolution, des milliers de jeunes brandissaient leurs téléphones allumés, non pour filmer, mais pour symboliser la lumière intérieure retrouvée, celle de la maîtrise. Sur l'écran géant installé au centre, Ibrahim Traoré apparut brièvement. Pas d'uniforme, pas de protocole, seulement ces mots. Ils ont pris nos mines, nos ports et nos voix, mais notre code, jamais. Un silence profond suivit, avant que la foule n'entonne spontanément l'hymne national. Certains pleuraient, d'autres souriaient, mais tous ressentaient la même chose, la dignité reconquise. Autour de la place, les enseignes affichaient désormais Afrique, serveur de son propre destin. Et au milieu des cris de joie, une jeune fille tenait une pancarte où l'on pouvait lire « Ce n'est pas une révolution numérique, c'est une renaissance humaine ». Ainsi le cercle se referma. Le combat d'Ibrahim Traoré n'était pas celui de la technologie, mais celui de la mémoire et de l'avenir. Cette histoire n'est pas une fin, mais un commencement. Le Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, a simplement montré ce qu'un pays peut faire lorsqu'il refuse d'être défini par d'autres.